Si nous perdons le dollar comme monnaie mondiale, ce serait comme perdre une guerre. Préparez-vous. L'économie mondiale vacille au bord du chaos. Les pires cauchemars de Donald Trump sont en train de se réaliser sous nos yeux. Et ce que l'on voit est terrifiant. Le monde tourne le dos au dollar américain. Et devinez qui mène la charge? La Chine. Oui, la Chine a décidé d'arrêter de jouer les conciliants. Elle nargue ouvertement Trump et les États-Unis tout entiers. Après des années de sanctions, d'interdictions sur les puces électroniques, de restrictions à l'exportation et de tarifs douaniers punitifs, Pékin dit stop. Mais elle ne se contente pas de riposter. Elle vise directement la gorge. Trump a toujours été clair sur sa stratégie. Si un pays ose défier la suprématie du dollar, il répondra par des tarifs douaniers massifs. Mais la Chine, elle, s'en moque. Et pour cause, elle a beaucoup à offrir. Et les États-Unis ont désespérément besoin d'elle pour survivre. Mais Washington ne se contente plus de bloquer les produits chinois à la frontière. Les Américains veulent désormais étrangler la Chine en l'excluant complètement du système financier mondial. Le mois dernier, des responsables américains ont osé demander à la Banque asiatique de développement de fermer la porte aux prêts destinés à la Chine, prétextant que le pays est désormais trop riche pour recevoir des aides. Pour Pékin, ce n'est pas simplement une décision technique, c'est une gifle en pleine figure, une humiliation publique. Et maintenant, Scott Bessent entre dans l'arène. Il fait pression sur d'autres nations pour qu'elles coupent tous leurs liens commerciaux avec la Chine. La tension est à son comble. Le monde entier observe cette confrontation entre superpuissances prêtes à exploser à tout moment. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous permet de vous apporter les dernières actualités mondiales, les plus cruciales. Alors, pourquoi cette guerre? Pourquoi cet affrontement? Depuis des années, la Chine est officiellement classée comme pays en développement par des institutions internationales telles que la Banque mondiale, les Nations unies ou encore la Banque asiatique de développement. Et c'est là que tout devient intéressant, car ce classement s'est retourné contre les États-Unis. Aujourd'hui, Washington tente de faire machine arrière. Appeler la Chine un pays en développement permettait à l'Occident de se sentir supérieur. Cela flattait leur ego. Mais ce qu'ils ont négligé, c'est que cette étiquette donne droit à des avantages très concrets. Être classé comme pays en développement, ce n'est pas qu'un titre. C'est un ticket d'entrée vers des privilèges financiers, des prêts à très faible taux d'intérêt, des délais de remboursement allongés et des règles commerciales assouplies pour faciliter les exportations. Ces mécanismes ont été conçus pour aider les nations pauvres ou technologiquement en retard à rattraper leur retard économique. La Chine, de son côté, n'aime pas vraiment être appelée pays en développement. Son économie est plus grande que celle de la plupart des pays dits développés. Et elle est technologiquement plus avancée que bon nombre de nations occidentales. Mais si cette étiquette permet de bénéficier de conditions financières avantageuses, pourquoi ne pas en profiter? Et c'est exactement ce que la Chine a fait. Elle a exploité au maximum ce statut. Face à cette réalité, les États-Unis veulent maintenant retirer cette classification. Ils estiment que l'économie chinoise est bien trop puissante pour continuer à bénéficier de ces privilèges. Et ils n'ont pas tout à fait tort. La Chine est aujourd'hui la deuxième économie mondiale. En 2025, le PIB nominal de la Chine est estimé à 19,2 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième plus grande économie du monde après les États-Unis. Mais si l'on regarde en termes de parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire la valeur réelle de ce que l'économie peut produire, le PIB chinois grimpe à 43,2 milliards de dollars, ce qui en fait, cette fois, la plus grande économie mondiale en volume réel. La Chine possède des villes ultramodernes, une industrie technologique de pointe et une influence planétaire croissante. Pour les États-Unis, laisser un pays aussi puissant profiter d'avantages réservés aux économies faibles, c'est comme laisser un milliardaire utiliser un coupon de réduction réservé aux plus démunis. Ils estiment que ce traitement de faveur donne à la Chine un avantage injuste dans le commerce et la finance mondiaux. C'est pourquoi Washington a ressorti une loi adoptée en 2023 intitulée PRC is not a Developing Country Act. Autrement dit, la République populaire de Chine n'est pas un pays en développement. Cette loi ordonne aux diplomates américains de faire pression sur les organisations internationales pour qu'elles cessent de considérer la Chine comme un pays en développement. Si cette stratégie fonctionne, la Chine perdrait l'accès aux prêts bon marché et aux règles commerciales avantageuses dont elle bénéficie aujourd'hui. L'objectif des États-Unis est clair, ralentir la progression chinoise et rendre plus difficile son ascension en tant que superpuissance mondiale. Mais cette bataille dépasse largement la question de l'équité économique.
C'est une lutte pour maintenir la domination américaine dans un monde où la Chine progresse à toute vitesse. C'est dans ce contexte que les États-Unis ont récemment demandé à la Banque asiatique de développement, ADB, de cesser tout prêt à destination de la Chine, affirmant que le pays est désormais trop riche pour bénéficier de ce type de soutien. Cette manœuvre, orchestrée par le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, est une tentative claire de freiner l'influence grandissante de Pékin en Asie. Mais les États-Unis ne s'arrêtent pas à la Banque asiatique de développement. Ils visent désormais les mastodontes, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le FMI. Ces deux institutions sont les véritables piliers financiers du monde. La Banque mondiale accorde des prêts pour construire des routes, des écoles ou des hôpitaux dans les pays pauvres. Quant au FMI, il intervient lorsque les États sont au bord de la faillite ou en pleine crise économique. En théorie, ces organismes doivent aider tous les pays, mais Washington veut qu'ils suivent sa ligne. Et c'est exactement ce que Scott Bessent leur a demandé de faire. Dans un discours percutant devant des investisseurs internationaux, le secrétaire au Trésor a clairement critiqué la Banque mondiale et le FMI, affirmant qu'ils ne remplissent plus leur mission correctement. Mais ce qu'il sous-entendait, c'est surtout qu'ils n'obéissent pas assez aux intérêts des États-Unis. Bess ne va pas jusqu'à menacer directement de quitter ces institutions, même si Trump et une partie de son entourage l'envisagent sérieusement. Mais le message est clair. Si la Banque mondiale et le FMI ne s'alignent pas sur les priorités américaines, notamment en excluant la Chine du cercle des pays en développement, alors ils risquent de perdre le soutien financier des États-Unis. Et ce n'est pas une menace à prendre à la légère, car les États-Unis sont l'un des principaux bailleurs de fonds de ces organisations. Best a tenté de calmer le ton, affirmant que America First ne signifie pas America Alone. Mais soyons honnêtes, ce qu'il dit vraiment, c'est que ces institutions mondiales devraient agir comme si elles travaillaient pour Washington. Et si elles refusent, elles risquent simplement d'être mises sur la touche. Le problème, c'est que cette stratégie met les pays les plus pauvres dans une situation extrêmement délicate, car ils dépendent directement de la Banque mondiale et du FMI pour faire face aux crises économiques. Et les choses ne s'arrêtent pas là. À peine le discours de Scott Bessent terminé, le président Trump entre en scène. Fidèle à lui-même, il ne fait pas dans la dentelle, il jette de l'huile sur le feu. Trump lance un avertissement. Tout pays qui ne soutiendra pas les États-Unis sur le plan commercial, en particulier ceux qui coopèrent avec la Chine ou le bloc BRICS, s'expose à des tarifs douaniers écrasants. Et cela vient s'ajouter aux nombreux tarifs déjà imposés sur toute une série de produits. Mais il y a un problème. Trump ne cesse de changer de cap. Un jour, il annonce de nouvelles taxes. Le lendemain, il les reporte. Cette instabilité permanente crée un chaos généralisé. Les entreprises ne peuvent plus planifier. Les investisseurs prennent peur. Et même certains grands soutiens économiques de Trump commencent à lâcher prise. Le commerce mondial ralentit. Non seulement à cause des tarifs en eux-mêmes, mais parce que plus personne ne sait ce que Washington fera demain. Cette instabilité, ce n'est pas du leadership, c'est de l'intimidation. Et elle pousse de plus en plus de pays à remettre en question leur confiance envers les États-Unis. Si Washington continue de vouloir imposer sa volonté à coup de pression économique, alors le reste du monde pourrait finir par conclure qu'il vaut mieux s'en passer. Ce ne serait pas seulement une erreur diplomatique, ce serait dangereux. Un système mondial fracturé, sans leadership clair des États-Unis, risquerait d'isoler l'Amérique bien plus qu'elle ne l'imagine. Et ce schéma ne date pas d'hier. Depuis longtemps, les États-Unis utilisent leur poids financier pour influencer les grandes institutions mondiales. Dès 2021, un sénateur américain avait fait adopter une loi interdisant à la Banque mondiale et à la Banque asiatique de développement d'accorder des prêts à la Chine. La justification ? Il était injuste que les contribuables américains aident un pays rival. La loi avait été adoptée sans difficulté, ce qui montre à quel point Washington est déterminé à surveiller et contrôler qui a le droit d'accéder aux financements mondiaux. Mais il y a une ironie profonde dans cette posture américaine. Tandis que les États-Unis s'insurgent contre les prêts accordés à la Chine, ils passent sous silence certaines réalités. La Chine compte encore des millions de personnes vivant dans la pauvreté. Son revenu moyen par habitant est de 16 000 $, contre 82 700 $ pour un Américain. Et n'oublions pas que les États-Unis eux-mêmes empruntent massivement, y compris plus de 750 milliards de dollars à la Chine. Alors si l'endettement est un problème, pourquoi serait-il acceptable quand il s'agit des États-Unis ? La vérité, c'est que le débat ne tourne pas autour de l'équité. Il est purement motivé par la peur. Ce qui inquiète vraiment Washington, c'est l'initiative chinoise Belt and Road, ce programme géant de financement d'infrastructures à travers le monde. Les États-Unis qualifient cette stratégie de prêt prédateur, en soulignant que certains pays
ont du mal à rembourser. Mais ce qu'ils oublient souvent de dire, c'est que la Chine rééchelonne régulièrement les dettes et que les banques occidentales, elles, refusent généralement de financer ces projets risqués malgré leur potentiel transformateur. En coupant la Chine de l'accès aux financements mondiaux, les États-Unis espèrent forcer Pékin à se replier sur ses propres ressources, ou alors à se tourner vers son alternative, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, une institution que l'Amérique a d'ailleurs refusé de rejoindre. C'est une stratégie bien calculée, épuiser la Chine progressivement, tout en déguisant cette manœuvre en croisade vertueuse pour l'équité économique. Mais pendant que les États-Unis multiplient les coûts, la Chine ne reste pas passive. Pékin joue un jeu intelligent et à long terme pour préserver et renforcer son influence mondiale. Malgré la pression américaine, les alliances économiques chinoises se multiplient. Et comment la Chine y parvient-elle? En tissant des liens plus solides avec l'Asie, le Moyen-Orient et d'autres régions stratégiques. Prenons un exemple concret. Le Qatar Investment Authority, l'un des plus grands fonds souverains du Moyen-Orient, a récemment acquis 10% d'une entreprise financière chinoise. Un investissement majeur qui montre que même dans cette région du monde, la confiance envers l'économie chinoise est bien réelle. Autre exemple, les échanges commerciaux entre la Chine et un groupe de pays asiatiques appelé l'ASEAN ont atteint 234 milliards de dollars rien que pour le premier trimestre 2025. Un chiffre colossal qui prouve l'importance croissante de la Chine pour ses voisins immédiats. Et bien sûr, il y a toujours l'initiative Belt and Road, ce vaste projet d'infrastructure porté par Pékin. En 2025, entre 146 et 150 pays y participent. Et malgré les pressions américaines pour les pousser à se retirer, la majorité de ces pays restent fidèles à la Chine. Pourquoi? Parce qu'ils voient des résultats concrets, des routes, des ports, des voies ferrées, bref, des outils de croissance économique. Pendant que les États-Unis menacent, la Chine propose des partenariats et des investissements. Et cela devient de plus en plus difficile pour les pays de dire non. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment sérieuses. Les États-Unis ne s'inquiètent pas seulement des avantages commerciaux de la Chine ou de son réseau d'alliés grandissant. Ce qui hante véritablement les élites américaines, c'est la puissance industrielle chinoise. Dans les usines du pays, la Chine fabrique tout, des trains à grande vitesse aux puces d'intelligence artificielle de nouvelle génération. Et Pékin ne fait plus que rattraper son retard. Dans de nombreux domaines, elle devance déjà les États-Unis. Pour contrer cela, Washington multiplie les mesures de blocage. Des restrictions commerciales, des contrôles à l'exportation, tout y passe. Le but est simple, ralentir la machine chinoise. Mais à chaque nouvelle usine qui ouvre, à chaque percée technologique, la Chine montre qu'elle ne recule pas, elle accélère. Et pendant que les États-Unis essaient de contenir la Chine, Pékin redessine la carte financière du monde. La Chine pousse activement pour imposer le yuan comme monnaie dans les échanges internationaux. Aujourd'hui, les banques d'État chinoises traitent 40% des transactions transfrontalières en yuan. Ce n'est pas seulement symbolique. Cela permet à la Chine de contourner les sanctions américaines, de rendre le yuan plus attractif pour ses partenaires et d'attirer davantage de capitaux vers ses marchés. Selon Goldman Sachs, une simple hausse de 1% du yuan pourrait faire grimper les actions chinoises de 3%. Et attention, même si plus de 4 000 milliards de dollars de commerce mondial passent encore par la monnaie américaine, le moindre basculement pourrait ébranler les fondations du système financier mondial. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Chine ne se contente pas de concurrencer les États-Unis dans le commerce et les devises. Elle s'en prend désormais directement aux géants technologiques américains. Prenez BYD, le champion chinois des véhicules électriques. L'entreprise baisse ses prix de 10 à 30%, mettant une pression énorme sur Tesla, en Europe, en Asie du Sud-Est et ailleurs. Ce n'est pas juste une guerre des prix, c'est un message clair. Des voitures électriques aux puces d'intelligence artificielle, la Chine vise directement les secteurs que l'Amérique dominait autrefois. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas une posture défensive. C'est une offensive économique à grande échelle. En construisant ses propres systèmes parallèles, en finance, en énergie, en technologie, Pékin ne se contente pas de réagir à la pression américaine. Elle est en train d'inventer un futur alternatif, un monde où les règles ne sont plus écrites à Washington. Alors, la vraie question n'est plus « La Chine peut-elle survivre à la pression américaine ?» La vraie question c'est « L'Amérique peut-elle survivre à l'ascension de la Chine ?» Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater alors que l'équilibre mondial du pouvoir bascule.